j'envoie. Alors, avec des gestes rapides mais précis et procédant avec méthode, il commença la transfusion. Peu à peu, la vie sembla à nouveau animer les joues de Lucie, tandis que le visage d'Arthur, de plus en plus pâle, rayonnait de joie. Mais l'inquiétude me prit, car si robuste que fût mon ami, je craignais qu'il ne supporte mal de perdre tant de sang. Je mesurai alors l'épreuve que l'organisme de Lucie avait dû subir, puisque tout ce sang que lui donnait Arthur en s'affaiblissant plus qu'on aurait pu s'y attendre ne la ranimait que difficilement. Le visage du professeur demeurait grave, tandis que, montre en main, son regard se posait tantôt sur la malade, tantôt sur Arthur. Pour moi, j'entendais battre mon cœur. Van Helsing me dit alors « Cela suffit. Maintenant, occupez-vous de lui. Moi, je m'occupe de la malade. » À quel point Arthur était affaibli, je m'en rendis seulement tout à fait compte lorsque tout fut terminé. Je soignai sa blessure, et l'ayant pris par le bras, j'allais l'emmener quand Van Helsing me parla sans même se retourner. On dirait vraiment que cet homme a les yeux dans la nuque. « J'estime que le brave fiancé mérite un autre baiser. Qu'il le prenne tout de suite, ajouta-t-il en redressant l'oreiller sous la tête de la malade. » Mais dans le léger mouvement que Lucie fut obligée de faire, l'étroit ruban de velours noir qu'elle porte toujours autour du cou et qu'elle ferme par une boucle ancienne tout en diamant qu'Arthur lui a donnée, remonta un peu et découvrit une marque rouge. Arthur ne parut rien remarquer, mais j'entendis l'espèce de sifflement bien connu chez Van Helsing quand il aspire profondément et qui trahit toujours chez lui une surprise mêlée d'émotion. Il ne fit aucune observation au moment même, mais il se retourna et me dit « Oui, descendez avec notre si courageux jeune homme, vous lui donnerez un verre de Porto et vous le ferez s'étendre un moment. Puis il retournera chez lui pour prendre un long repos, dormir de longues heures et manger le plus possible, afin de se remettre complètement après ce qu'il vient de donner à sa bien-aimée. Il ne faut pas qu'il reste ici. Attendez, un mot encore. Je suppose, monsieur, que vous êtes anxieux de connaître le résultat de ce que nous avons fait. Eh bien, l'opération a parfaitement réussi. Vous avez sauvé la vie de la jeune demoiselle, et vous pouvez rentrer chez vous l'esprit en paix. Vous avez fait pour elle tout ce que vous pouviez faire. Je le lui dirai lorsqu'elle sera guérie. Elle vous en aimera d'autant plus. Au revoir. » Quand Arthur eut quitté la maison, je montrai rejoindre le professeur. Lucie dormait encore, mais sa respiration était meilleure. À son chevet, Van Helsing la regardait attentivement. Le ruban de velours recouvrait à nouveau la marque rouge. Tout bas, je demandai au professeur « Comment expliquez-vous cette marque sur sa gorge ?»« Et vous, comment l'expliquez-vous » ?»« Je ne l'ai pas encore examiné, répondis-je, et je détachai le ruban. Exactement au-dessus de la jugulaire externe, on voyait comme deux petites marques qu'auraient laissées des ponctions. Pas du tout saines d'aspect. Certes, ce n'étaient pas là les symptômes d'une quelconque maladie, mais les lèvres de ces plaies minuscules étaient blanches, usées, eût-on dit, comme par trituration. Je pensai immédiatement que cette blessure, s'il fallait appeler cela une blessure, pouvait avoir provoqué cette perte de sang si dangereuse. Mais je repoussai cette idée à peine conçue, car elle semblait absurde. À en juger par l'extrême pâleur de Lucie avant la transfusion, son lit tout entier aurait dû être baigné de sang. Du sang qu'elle avait perdu. « Eh bien, fit Van Helsing. « Eh bien, répondis-je, je n'y comprends rien. »« Il faut absolument que je retourne à Amsterdam ce soir, dit-il alors en se levant. Je dois consulter certains livres, certains documents. Vous passerez toute la nuit ici au chevet de la malade. Dois-je demander une infirmière ? Nous sommes, vous et moi, les meilleures infirmières. Vous veillerez à ce qu'elle se nourrisse bien, à ce que rien ne la trouble. Surtout, ne vous endormez pas. Pour vous comme pour moi, le sommeil viendra plus tard. Je serai de retour le plus tôt possible, et alors, nous pourrons commencer. » « Nous pourrons commencer ? Que voulez-vous dire ? » ?»« Nous verrons, lança-t-il en sortant précipitamment. Mais un moment plus tard, il rouvrait la porte. La tête dans l'entrebâillement et un doigt levé, il me dit encore « N'oubliez pas, je vous la confie, si jamais vous la quittez, et si pendant ce temps il lui arrive quelque chose de fâcheux, dites-vous bien qu'ensuite, c'est vous qui passerez des nuits blanches. »
8 septembre. J'ai veillé toute la nuit, je n'ai pas quitté la chambre de notre malade. Vers le soir, l'effet du narcotique se dissipant, elle s'éveilla de façon toute naturelle. C'était une autre jeune fille que celle que nous avions vue avant la transfusion de sang. Elle avait même quelque chose de gai, de vif, encore qu'on décela bien des signes de la torpeur où elle avait été plongée. Lorsque je dis à Miss Westenra que le docteur Van Helsing m'avait recommandé de la veiller toute la nuit, elle admit difficilement cette idée, prétendant que sa fille était complètement remise. Toutefois, je ne cédais point, je me préparais à passer la nuit au chevet de Lucie. Quand sa femme de chambre lui eut fait sa toilette du soir et que de mon côté j'eus soupé pendant ce temps, je revins m'asseoir près de son lit. Loin de s'y opposer le moins du monde, chaque fois que nous nous regardions, je lisais dans ses yeux de la reconnaissance. J'eus l'impression que, peu à peu, elle allait sombrer dans le sommeil, mais bientôt, il me sembla qu'elle s'efforçait d'y résister. Je remarquai à plusieurs reprises qu'elle faisait cet effort qui, semblait-il, lui était à chaque fois plus pénible, et revenait à des intervalles de plus en plus courts. Il était évident qu'elle ne voulait pas dormir. Je lui demandai pourquoi. « J'ai peur de m'endormir, avoua-t-elle. »« Peur de vous endormir ? Alors que tous, tant que nous sommes, nous considérons le sommeil comme le bienfait le plus précieux. » « Ah, vous ne parleriez pas ainsi si vous étiez à ma place. Si le sommeil signifiait pour vous des rêves pleins de moments d'horreur. » »« Des moments d'horreur, pour l'amour du ciel, que voulez-vous dire ? » ?»« Je ne sais pas, je ne sais pas, et c'est bien ce qu'il y a de plus terrible. Cet épuisement, c'est quand je dors qu'il me vient. Aussi je frémis à la seule pensée de m'endormir. Mais ma chère enfant, cette nuit vous pourrez dormir sans crainte, je reste près de vous, et je vous le promets, tout se passera très bien. Oh, je vous crois, j'ai confiance en vous. Oui, je vous promets que si je crois reconnaître chez vous quelques signes de cauchemar, je vous veillerai aussitôt. Vous m'éveillerez, c'est vrai ? C'est vrai, dites. Oh, que vous êtes bon pour moi. Dans ce cas, je dormirai. Et à peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle poussa un profond soupir de soulagement et retomba sur l'oreiller, endormie. Je la veillai toute la nuit, à aucun moment elle ne remua. Des heures durant, elle dormit d'un sommeil profond, très calme, réparateur. Tout le temps, elle garda les lèvres légèrement entr'ouvertes, et sa poitrine s'élevait et s'abaissait avec la régularité d'un balancier d'horloge. Un doux sourire donnait à son visage une expression heureuse. Aucun cauchemar, assurément, ne venait troubler sa tranquillité d'esprit. De bonne heure, le matin, sa femme de chambre frappa à la porte. Je la confiai aux soins de celle-ci et retournai à l'établissement où j'avais hâte de régler certaines choses. Je télégraphiai à Van Helsing et à Arthur afin de les mettre au courant de l'excellent résultat de la transfusion. Quant à mon propre travail que j'avais négligé, il me fallut toute la journée pour le mener à bonne fin. Le jour tombait quand j'eus le loisir de demander des nouvelles de Renfield. Elles étaient bonnes. Il était très calme depuis la veille. Je dînais lorsque je reçus un télégramme de Van Helsing. Il me demandait de retourner à Ellingham le soir même, car il pensait qu'il serait peut-être utile de passer la nuit là-bas, et m'annonçait qu'il serait lui-même à Ellingham le lendemain matin. 9 septembre. J'étais fort fatiguée lorsque j'arrivai à Ellingham. Je n'avais plus fermé l'œil depuis 2 nuits et commençais à éprouver cet engourdissement qui est le signe de l'épuisement des forces cérébrales. Je trouvai Lucie levée et de fort bonne humeur. En me serrant la main, elle me regarda dans les yeux et me dit « Il n'est pas question que vous veilliez cette nuit. Je suis tout à fait bien, je vous assure. Et s'il y a quelqu'un qui doit veiller, c'est moi qui vous veillerai. » Je ne voulus pas la contrarier. Nous prîmes ensemble le repas du soir et, égayée par sa charmante présence, je passai une heure délicieuse. Je bus 2 verres d'un excellent Porto, puis Lucie monta avec moi, me montra une chambre voisine de la sienne dans laquelle brûlait un bon feu. « Voilà, dit-elle. Vous vous reposerez ici. Je laisserai nos 2 portes ouvertes. Vous vous étendrez sur le sofa. Je sais que, pour un empire, aucun médecin ne se mettrait au lit quand il y a un malade à l'horizon. Soyez certain que si j'ai besoin de l'une ou l'autre chose, je vous appellerai aussitôt. » Je ne pouvais que lui obéir, car en vérité je me sentais réellement à bout, et l'eusse-je voulu, même je crois qu'il m'aurait été impossible de veiller. Aussi, après lui avoir fait promettre à nouveau qu'elle m'éveillerait si elle avait besoin de quoi que ce fût, je m'étendis sur le sofa et m'endormis bientôt profondément. Journal de Lucie Westenra, 9 septembre. Quel bien-être ce soir, ma faiblesse a été que de pouvoir à nouveau penser et me promener dans la maison me donne l'impression de vivre en plein soleil après avoir passé une saison sous un vent d'est et un ciel de plomb. Je ne sais pourquoi, Arthur me semble très proche.
plus proche que d'habitude. J'ai même l'impression de sentir sa chaude présence. Sans doute la maladie puis la faiblesse qu'elle entraîne font que nous nous replions davantage sur nous-mêmes, que nous tournons vers nous-mêmes notre regard intérieur, tandis que la santé et la force laissent toute liberté à l'amour. Si Arthur savait seulement ce que j'éprouve en ce moment. Oh, le repos béni de la nuit dernière, comme j'ai bien dormi, rassurée par la présence de ce cher Dr. Stewart. Et cette nuit encore, je n'aurais pas peur de m'endormir, puisqu'il est là, dans la chambre d'à côté. Il me suffira de l'appeler. Tout le monde est si bon pour moi, j'en remercie Dieu. Bonsoir, Arthur. Journal du Dr. Stewart, 10 septembre. Je sentis une main se poser sur ma tête. Je sus à l'instant que c'était celle du professeur et j'ouvris les yeux. À l'asile, nous sommes habitués à ces réveils en sursaut. Comment va notre malade? Elle allait très bien quand je l'ai quittée, ou plutôt quand elle m'a quittée. Bon, allons la voir. Et tous deux, nous gagnâmes la chambre de Lucie. Le store était baissé et pour le lever, je me dirigeais sur la pointe des pieds vers la fenêtre, tandis que Van Helsing, de sa démarche de chat, s'avançait vers le lit. Comme je levais le store et que le soleil du matin illuminait la pièce, j'entendis le professeur siffler discrètement de surprise et je sentis mon cœur se serrer. Tandis que j'allais vers lui, il s'éloignait déjà du lit et son cri, étouffé mais plein d'horreur. Dieu du ciel, eût suffi à me faire comprendre la situation si je n'avais pas vu en même temps la douleur peinte sur son visage. De la main, il me montra le lit, je sentis mes genoux se dérober sous moi. Là, sur le lit, la pauvre Lucie paraissait évanouie, plus pâle, d'une pâleur horrible et plus faible que jamais. Même les lèvres étaient blanches et les dents apparaissaient, seules, sans plus de gencives, eût-on dit, chose que nous voyons parfois quand la mort survient après une très longue maladie. Van Helsing eut un mouvement comme si, de colère, il allait frapper du pied. Mais il se retint, s'arrêta dans son geste, et ce fut doucement qu'il reposa le pied à terre. « Vite, du cognac, me dit-il. » Je descendis en courant jusqu'à la salle à manger et remontai avec la carafe. Prenant un peu d'alcool, Van Helsing en humecta les lèvres de la pauvre enfant, puis lui en frotta les paumes des mains, les poignets et le cœur. Ensuite, il ausculta le cœur et après quelques instants d'angoisse, d'attente angoissée, déclara « Il n'est pas trop tard, il bat encore, quoique très faiblement, mais nous devons recommencer tout notre travail et le jeune Arthur n'est plus là maintenant. Il faut donc que je fasse appel à votre générosité. Ami John. » Tout en parlant, il prenait déjà dans sa trousse les instruments nécessaires à la transfusion. De mon côté, j'avais enlevé mon veston et relevé la manche de ma chemise, et sans perdre un moment, nous procédâmes à l'opération. Après quelques moments qui me semblèrent pas courts, en vérité, car il est pénible de sentir que votre sang s'écoule de vos veines, même si on le donne de plein gré, Van Helsing leva un doigt avertisseur. « Ne bougez pas encore, me dit-il. Attendez. Mais je crains que, ses forces revenant, elle ne s'éveille et ce serait dangereux, très dangereux. Il nous faut prendre des précautions. Je vais lui faire une injection de morphine. » L'effet de la morphine fut satisfaisant, car il nous sembla que chez notre malade, l'évanouissement se transformait peu à peu en un sommeil dû au soporifique. Elle ne fut pas sans un sentiment de fierté que je vis ses joues si pâles et ses lèvres livides reprendre quelques couleurs. Un homme doit en avoir fait l'expérience pour savoir ce qu'on éprouve à donner son sang pour sauver la vie de la femme que l'on aime. Le professeur m'observait. « Cela suffira, dit-il. »« Déjà » demandai-je étonné. « Vous en avez pris davantage l'autre jour quand c'était Arthur qui le donnait. » En souriant, d'un sourire qui avait quelque chose d'un peu triste, il me répondit. « Arthur est son fiancé. Vous avez beaucoup à faire. Vous devez vous occuper non seulement d'elle, mais de vos autres malades. » Oui, c'est bien suffisant. Il soigna Lucie, tandis que je me donnais les premiers soins nécessaires. Je m'étendis en attendant que le professeur eût quelques moments le loisir à m'accorder, car je me sentais faible et j'éprouvais un vague malaise. Lorsqu'il eut appliqué un pansement sur mon incision, il me conseilla en effet de descendre prendre un verre de vin. Comme j'ouvrais la porte, il s'approcha de moi et ajouta en me parlant à l'oreille « Pas un mot de ceci, à personne, n'est-ce pas ? Si notre jeune amoureux arrivait de nouveau à l'improviste, il ne doit rien savoir, car cela pourrait tout à la fois l'effrayer et le rendre jaloux, ce qu'il faut éviter à tout prix. Allez. » Quand je le rejoignis quelques moments plus tard, il me regarda attentivement. « Maintenant, fit-il, allez vous étendre 1 heure ou 2 sur le sofa dans la chambre à côté. Puis après un déjeuner copieux. Oui, il faut très bien manger, vous viendrez me retrouver. » Je lui obéis car je savais qu'il avait raison, que ses conseils étaient sages, j'avais fait ce que j'avais à faire et maintenant c'était pour moi un autre devoir que de recouvrer mes forces.
Mon état de faiblesse m'empêchait de m'étonner, comme certes j'aurais dû le faire, de ce qui venait de se passer. Toutefois, en m'endormant sur le sofa, je me demandais ce qui, chez Lucie, avait bien pu provoquer cette rechute. Comment l'expliquer si elle avait perdu tant de sang que l'on n'en vit nulle part la moindre trace? Sans doute continuais-je à me poser cette question, même dans mes rêves, car endormie ou éveillée, je sais que mes pensées revenaient sans cesse à ces 2 petites blessures sur la gorge de Lucie, et à leur bord, comme déchiquetées, vidées de toute substance. Quand notre malade se réveilla, tard dans la journée, elle paraissait aller beaucoup mieux, encore qu'il fût impossible de comparer cette amélioration à l'état où je l'avais trouvée la veille et qui nous avait tant réconfortés. L'ayant examinée, Van Helsing nous quitta pour aller respirer un peu d'air pur, après m'avoir recommandé de ne pas la laisser seule, ne fût-ce qu'une minute. Je l'entendis qui, au bas de l'escalier, demandait où se trouvait le bureau de télégraphe le plus proche. Lucie bavarda longuement avec moi, sans paraître se douter le moins du monde de ce qui s'était passé. J'essayais de l'amuser, de l'intéresser en lui parlant de choses et d'autres, et quand sa mère monta pour la voir, j'eus la certitude que, de son côté, elle ne s'aperçut d'aucun changement chez la malade. « Comment pourrions-nous vous remercier de tout ce que vous nous avez fait pour nous, docteur ?» me dit-elle sur un ton de profonde reconnaissance. « Mais maintenant, vous devez veiller à ne pas vous épuiser vous-même. À votre tour, vous êtes bien pâle. Vous devriez vous marier, croyez-moi, une femme qui vous soigne et qui ait des attentions pour vous. Voilà ce qu'il vous faudrait. » Lucie rougit, l'espace d'un instant, il est vrai. Ses veines, si appauvries, ne pouvaient pas soutenir longtemps un afflux de sang vers sa tête. Elle redevint d'une pâleur extrême en tournant vers moi des yeux implorants. Je souris en lui faisant un petit signe de tête entendu et en posant un doigt sur mes lèvres. Elle soupira et se laissa retomber sur ses oreillers. Van Helsing revint 2 heures plus tard et me dit aussitôt « Retournez chez vous, il vous faut à nouveau faire un bon repas, bien boire pour reprendre des forces. Moi, je resterai ici cette nuit auprès de la petite demoiselle. Nous devons, vous et moi, étudier le cas, mais personne ne doit être au courant de nos recherches. J'ai pour cela de sérieuses raisons. Non, je ne vous les dévoilerai pas maintenant. Pensez ce que vous voulez et ne craignez pas de penser même l'impensable. Bonsoir. » Dans le corridor, 2 servantes vinrent me demander si elles ne pouvaient pas, ou du moins l'une d'entre elles, passer la nuit au chevet de Miss Lucie. Elles me suppliaient de les laisser monter, et lorsque je leur eus dit que le professeur Van Helsing désirait que ce fût l'un de nous 2 qui veillât la malade, elles me demandèrent presque en pleurant d'intervenir auprès du monsieur étranger. Ce geste de leur part me toucha, plus que je ne pourrais le dire. Peut-être parce que je suis très faible en ce moment, peut-être parce que c'était au sujet de Lucie qu'elle montrait tant de bonté et de dévouement. Je revins ici à temps encore pour que l'on me servît à dîner, puis j'allai voir mes malades, tout va bien de ce côté. Et maintenant j'écris ces lignes en attendant le sommeil qui ne tardera pas à venir, je le sens. 11 septembre. Cet après-midi, je suis retournée à Ellingham. Lucie était beaucoup mieux et Van Helsing avait l'air satisfait. Peu après mon arrivée, on vint remettre au professeur un gros colis qui venait de l'étranger. Il l'ouvrit avec empressement affecté bien sûr, puis se retourna vers Lucie en lui tendant un gros bouquet de fleurs blanches. « C'est pour vous, Miss Lucie, lui dit-il. »« Pour moi ? Oh, docteur Van Helsing. Oui, ma chère enfant, mais pas pour orner votre chambre, ce sont des médicaments. » Ici, Lucie fit la grimace. « Mais non, ce n'est pas pour faire des infusions ou des décoctions au goût désagréable, ne prenez donc pas cet air. Voyez ce visage si charmant, il y a un moment à peine. Sinon, je dirais à mon ami Arthur quelle souffrance il endurera quand il verra que le si beau visage qu'il adore peut faire une si laide grimace. Ah, voilà ma jolie petite demoiselle. Voilà le petit nez charmant redevenu lui-même. À la bonne heure. Ce sont des médicaments, mais vous n'aurez pas à les absorber. Certaines de ces fleurs, je les mettrai à votre fenêtre. Avec d'autres, je ferai une jolie guirlande que je vous passerai autour du cou, afin que vous dormiez paisiblement. Oui, comme les fleurs de lotus, elles vous aideront à tout oublier. Le parfum ressemble à celui des eaux du Lété et à celui de cette fontaine de jouvence que les conquistadors allèrent chercher en Floride, mais qu'ils trouvèrent beaucoup trop tard. Oh, professeur, je crois que vous vous moquez de moi. Ces fleurs, mais ce sont simplement des fleurs d'ail. Je fus assez surpris de voir Van Helsing se lever, puis répondre gravement en fronçant les sourcils. Je ne me moque jamais de personne. Jamais. Tout ce que je fais, je le fais avec le plus grand sérieux, et je voudrais que vous ne me contrariez ni mes intentions, ni les mesures que je veux prendre. Veillez-y, et si ce n'est pas dans votre propre intérêt, que ce soit dans l'intérêt de ceux qui vous aiment. Mais devant l'effroi peint sur le visage de la pauvre enfant, effroi qui n'était certes pas surprenant, il poursuivit sur un ton plus doux. « Oh, ma chère petite, ma petite demoiselle, n'ayez pas peur.
Tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien, et ces fleurs communes possèdent une vertu qui peut contribuer à votre guérison. Voyez, je les placerai moi-même dans votre chambre. Moi-même, je tresserai la couronne que vous porterez autour du cou. Mais chut, de tout ceci, il ne faut parler à personne, ne rien répondre aux questions que l'on pourrait vous poser à ce sujet. Ce qu'il faut, c'est obéir. Et le silence, c'est déjà l'obéissance. Si vous obéissez, vous recouvrirez vos forces, et vous serez d'autant plus vite dans les bras de celui qui vous attend. Maintenant, reposez-vous. Soyez calme. Allons, mon ami John, aidez-moi à orner la chambre de ces fleurs que j'ai commandées directement à Harlem, où mon ami Vanderpool les cultive dans ses serres, d'un bout à l'autre de l'année. Je l'ai prié hier par télégramme de me les envoyer. Nous sommes donc montés avec les fleurs dans la chambre de Lucie. Tout ce que fit le professeur était assurément insolite et s'éloignait de toute la pharmacopée existante. D'abord, il ferma soigneusement les fenêtres, veilla à ce que personne ne pût les rouvrir, puis, prenant une poignée de fleurs, il les frotta sur les châssis, comme s'il voulait que le moindre souffle d'air, entrant dans la chambre par un interstice quelconque, fût imprégné d'une odeur d'ail. Enfin, il alla frotter de même tout le chambranle de la porte, de haut en bas, sur les deux côtés, ainsi que le manteau de la cheminée tout entier. Je me demandais dans quel but il agissait ainsi. « Écoutez, maître, lui dis-je après quelques moments, je sais qu'il y a toujours une raison à tout ce que vous faites, mais ici, vraiment, je ne comprends pas. Certains, à vous voir, croiraient que vous préparez un charme qui doit interdire l'accès de la chambre à quelque esprit malin. »« Eh bien, oui, peut-être, me répondit-il tranquillement, et il se mit à tresser la couronne. Nous attendîmes alors que Lucie fût prête pour la nuit, et lorsqu'on vint nous dire qu'elle s'était mise au lit, Van Helsing alla lui-même lui passer la couronne autour du cou. Avant de la quitter, il lui dit encore « Attention, gardez bien les fleurs telles que je vous les ai mises, et sous aucun prétexte, même si vous trouvez que la chambre sans le renfermer, vous ne pouvez, cette nuit, ouvrir la porte ou les fenêtres. »« Je vous le promets, répondit Lucie. Merci mille fois à tous deux pour la bonté que vous me témoignez. Oh, que je fais au ciel pour que le ciel me donne des amis si précieux. » Tandis que nous nous éloignions de la maison, Van Helsing me dit « Ce soir, enfin, je pourrai dormir sur les deux oreilles et j'en ai besoin. 2 nuits passées à voyager, entre-temps une journée de lecture et de recherche, beaucoup d'inquiétude en revenant ici, puis encore une nuit à veiller sans fermer l'œil, c'est suffisant. Demain, de bonne heure, vous m'appellerez, et ensemble nous reviendrons voir notre jolie petite demoiselle, que nous trouverons bien plus forte à cause de mon charme. Ah. » Devant sa confiance qui semblait inébranlable, je me souvins de celle que j'avais eue 2 soirs auparavant pour éprouver ensuite une si terrible déception, et je me mis à redouter le pire. C'est sans doute à cause de mon état de faiblesse que j'hésitais à avouer mes craintes à mon maître, mais elles furent d'autant plus douloureuses, telles des larmes que l'on refoule. Chapitre 11. Journal de Lucie Westenra. 12 septembre. Tout ce qui m'entoure sont si bons pour moi. J'aime beaucoup ce cher docteur Van Helsing, mais je me demande encore pourquoi il tenait absolument à disposer ici ses fleurs. Réellement, il me faisait peur, il peut se montrer si autoritaire. Pourtant, il devait avoir raison, car déjà je me sens mieux, comme soulagée. La nuit, je ne crains plus de rester seule et je dors tranquillement. Peu m'importe si j'entends des battements d'ailes contre la vitre. Au dehors, cela ne m'inquiète plus. Oh, quand je pense à quel point auparavant je devais lutter pour ne pas m'endormir. Souffrance que de ne pas trouver le sommeil, souffrance la plus cruelle, la peur de s'y laisser sombrer avec toutes les horreurs que cela comportait pour moi. Qu'ils sont heureux ceux qui ne craignent, ne redoutent jamais rien et qui s'endorment tous les soirs d'un sommeil réparateur peuplé d'uniquement de rêves doux et paisibles. Eh bien, moi aussi ce soir j'appelle le sommeil et j'espère m'endormir bientôt. Je ne savais pas que l'ail pût être agréable. Au contraire, son odeur apaise le sens, déjà je m'assoupis. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Journal du docteur Seward. 13 septembre. Quand je suis arrivée au Berkeley, Van Helsing était déjà prêt et m'attendait. La voiture commandée par l'hôtel était devant la porte. Le professeur prit sa trousse avec lui, comme d'ailleurs il le fait toujours à présent. Dès 8 heures, nous étions à Ellingham. La matinée ensoleillée était délicieuse. Toute la fraîcheur de ce début d'automne semblait mener à sa conclusion parfaite l'œuvre naturelle de la nature. L'œuvre annuelle de la nature. Les feuilles prenaient des teintes diverses, plus délicates les unes que les autres, mais elles ne tombaient pas encore. Dans le corridor, nous rencontrâmes Miss Westenra. Elle aussi se levait, toujours de bonne heure. Elle nous accueillit très cordialement. « Vous serez heureux d'apprendre, nous dit-elle, que Lucie est beaucoup mieux. La chère petite dort encore. J'ai entrouvert sa porte, mais quand je l'ai vue qui se reposait, je ne suis pas entrée dans la chambre par crainte de l'éveiller. » Le professeur sourit. «
Visiblement, il se félicitait intérieurement. Il se frotta les mains et s'écria « Ah, mon diagnostic était donc juste, et le traitement agit. » À quoi Miss Westenra répondit « Cette amélioration chez ma fille n'est pas due seulement au traitement que vous lui avez fait suivre, docteur. Si Lucie est si bien ce matin, c'est en partie grâce à moi. » « Que voulez-vous dire, madame ? » « Eh bien, comme j'étais un peu inquiète pendant la nuit, je suis allée dans sa chambre. Elle dormait profondément, si profondément qu'elle ne s'est même pas réveillée quand je suis entrée. Mais la chambre manquait d'air, partout il y avait de ces horribles fleurs à l'odeur si insupportable, et même la pauvre enfant en avait autour du cou. Craignant que, vu son état de faiblesse, ces fleurs ne lui fassent du tort, je les ai enlevées, et j'ai entrouvert la fenêtre pour aérer un peu la chambre. Vous serez satisfait de l'état de notre malade, j'en suis certaine. Elle se dirigea vers la porte de son boudoir où elle avait l'habitude de se faire servir son petit déjeuner. Pendant qu'elle parlait, j'avais observé le professeur et j'avais vu son visage blêmi. Devant elle, toutefois, il avait su garder son sang-froid pour ne pas l'effrayer. Il avait même souri, cependant qu'il tenait la porte pour lui permettre d'entrer dans le boudoir. Mais dès qu'elle eut disparu, il me poussa brusquement dans la salle à manger, dont il referma aussitôt la porte. Alors, pour la première fois de ma vie, je vis chez Van Helsing des signes de profond découragement. Il leva les mains, en proie à une sorte de désespoir muet, puis les frappait l'une contre l'autre, comme s'il savait que toutes les tentatives désormais seraient vaines. Finalement, il se laissa tomber sur une chaise et le visage enfoui dans les mains, il se mit à pleurer, à sangloter. Et les sanglots semblaient venir du fond de son cœur déchiré. À nouveau, il leva les bras, comme pour prendre à témoin l'univers entier. « Bon Dieu, fit-il à voix basse, bon Dieu, qu'avons-nous donc fait? Qu'a fait cette pauvre petite pour mériter tant d'épreuves? Est-ce encore venu du vieux monde païen un effet de l'inexorable destin? Cette pauvre mère, bien innocente, animée des meilleures intentions, agit de telle sorte qu'elle met en danger sa fille, corps et âme. Et pourtant nous ne devons ni ne pouvons le lui dire, même en prenant de grandes précautions, car elle en mourrait, et sa mort signifierait la mort de sa fille. Oh, dans quelle situation nous voilà! » Tout à coup, d'un bond, il se leva. « Venez, et il nous faut faire quelque chose. Qu'un démon ou non se soit mis de la partie, ou même tous les démons se soient ligués contre nous, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous lutterons, nous combattrons. » Il retourna vers la porte d'entrée pour prendre sa trousse, puis nous montâmes à la chambre de la jeune fille. Une fois encore, je levai le store pendant que Van Helsing s'approchait du lit, mais il n'eut plus le même mouvement de surprise lorsqu'il vit la pâleur affreuse du pauvre petit visage. Seulement une grave tristesse, mêlée d'une pitié infinie, immobilisèrent ses traits. « Je m'y attendais, murmura-t-il, avec sa petite inspiration légèrement sifflante qui, chez lui, en disait long. » Sans un mot de plus, il alla fermer la porte à clé, puis commença à disposer sur le guéridon les instruments nécessaires à une troisième transfusion de sang. J'en avais reconnu l'urgence depuis un bon moment déjà, et j'enlevais mon veston quand Van Helsing m'arrêta d'un geste. « Non, aujourd'hui c'est vous qui opérerez et c'est moi qui donnerai le sang. Vous n'êtes déjà que trop affaibli. » Tout en parlant, à son tour, il ôtait son veston, relevait la manche de sa chemise. De nouveau la transfusion, de nouveau la morphine, et de nouveau nous vîmes les joues livides se colorer peu à peu, la respiration régulière soulevait la poitrine, tandis que le sommeil redevenait normal. Et ce fut moi qui veillais, tandis que Van Helsing se reposait et réparait ses forces. Au cours d'un entretien qu'il reçut ensuite avec Miss Westenra, il lui fit comprendre qu'elle ne devait jamais ôter quoi que ce fût de la chambre de Lucie sans lui en parler auparavant, que les fleurs en question possédaient une vertu médicinale, que le traitement qu'il préconisait pour Lucie consistait en partie à respirer leur parfum. Il me dit alors qu'il voulait voir lui-même comment allait se comporter la malade et qu'il resterait de nuit à son chevet. Il me préviendrait par écrit lorsque ma présence serait nécessaire. 1 heure ou 2 plus tard, Lucie s'éveilla, fraîche comme une rose, riant avec nous. Bref, elle ne semblait nullement se ressentir de cette nouvelle épreuve. De quelle maladie souffre-t-elle? Je commence à me demander si, à force de vivre parmi les aliénés, je ne deviens pas fou moi-même. Journal de Lucie Westenra, 17 septembre. 4 jours et 4 nuits paisibles. Oui, 4 jours et 4 nuits d'un calme parfait. Je me sens si forte que c'est à peine si je me reconnais. J'ai l'impression d'avoir fait un long, très long cauchemar et je viens de me réveiller dans une chambre illuminée de soleil où entre également l'air frais du matin. Je me souviens très vaguement de longs moments faits tout ensemble d'angoisse, d'attente et d'appréhension, des moments pleins de ténèbres et vides de tout espoir qui auraient pu rendre ma détresse moins poignante. Ensuite, c'était de longs moments d'oubli. Une autre impression subsiste encore, celle de remonter à la surface de la vie, comme le plongeur qui sort d'une eau profonde et tumultueuse. Depuis que le docteur Van Helsing est ici, à vrai dire, tous ces mauvais rêves sont pour moi choses anciennes. Les bruits qui m'affolaient, les battements d'ailes contre la vitre par exemple, ou
les voix lointaines qui semblaient se rapprocher de plus en plus, ou ces appels qui venaient de je ne sais où et m'enjoignaient de faire je ne sais quoi, tout cela a cessé. Le soir, maintenant, quand je me couche, je ne crains plus de m'endormir. Je ne fais même plus aucun effort pour me tenir éveillée. De plus, à présent, je trouve l'odeur d'ail fort agréable et chaque jour, on m'en envoie de Haarlem une grande caisse. Ce soir, le docteur Van Helsing me quitte parce qu'il doit aller passer une journée à Amsterdam. Mais je me sens si bien que vraiment je puis rester seule. Je rends grâce à Dieu quand je pense à maman, à mon cher Arthur et à nos amis qui ont été tous si bons pour moi. Que l'on veuille ou non, auprès de moi, que l'on veille ou non auprès de moi, ce ne sera pas une grande différence, puisque la nuit passée, me réveillant à 2 reprises, je me suis aperçue que le professeur s'était endormi dans son fauteuil, et que, malgré cela, je n'ai pas eu peur de me laisser à nouveau reprendre par le sommeil. Pourtant, des branches ou des chauves-souris ou je ne sais quoi d'autre venaient à chaque instant cogner contre la fenêtre, avec colère, eût-on dit. The Pale Mall Gazette, 18 septembre. Le loup s'échappe, l'aventure dangereuse d'un de nos journalistes, interview du gardien de zoologie. Après de vaines tentatives, et après m'être servi chaque fois de ces mots, Pale Mall Gazette, comme d'un talisman, je parvins à dénicher le gardien de la section du jardin zoologique où se trouvent les loups. Thomas Bilder habite l'une de ces loges avoisinant le bâtiment réservé aux éléphants, et je me suis arrivée chez lui au moment où il se mettait à table pour le thé. Lui et sa femme pratiquent les lois de l'hospitalité. Ce sont des gens d'un certain âge déjà, sans enfants, et qui, je pense, doivent vivre de façon assez confortable. Le gardien refusa de parler affaires, comme on dit, avant la fin du repas, et je ne voulus pas le contrarier. Mais une fois la table desservie, il alluma sa pipe et me dit « Maintenant, monsieur, je vous écoute. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Vous m'excuserez, c'est pas d'avoir pas voulu parler profession avant d'avoir mangé, mais c'est comme pour ce qui est des loups, des chacals et des hyènes, je leur donne toujours leur repas avant de leur poser les questions que j'ai à leur poser. » Comment cela, vous leur posez des questions demandai-je dans le but de le faire parler. Ou je leur frappe sur la tête avec un bâton, ou je leur gratte dans les oreilles pour faire plaisir aux gars qui viennent avec leurs bonnes armes et veulent du spectacle pour leurs sous. Moi, ça me serait égal de leur flanquer des coups avant de leur donner à manger, mais tout de même, je préfère qu'ils aient eu leur café, leur pouce-café. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant que je me mette à leur gratter leurs oreilles. Voyez-vous, dit-il avec un air de philosophe, il y a beaucoup de ressemblances entre ces animaux et nous. Vous voilà qui venez me poser un tas de questions sur mon métier, franchement. Si ce n'était votre jeunesse, je vous ai renvoyé paître sans vous répondre. Quand vous m'avez demandé si je voulais que vous demandiez au surveillant-chef si vous pouviez me poser des questions, alors vous ai-je dit d'aller au diable? Oui, vous l'avez dit. Mais maintenant que, comme les lions, les loups et les tigres, j'ai eu ma pitance, que ma bonne vieille m'a donné à manger, à boire, et que j'ai allumé ma pipe, vous pouvez me gratter les oreilles autant qu'il vous plaira, je ne me fâcherai pas. Allez-y, vos questions, je les attends. Je sais que c'est au sujet du loup qui s'est sauvé. Exactement. Je désirerais savoir ce que vous pensez de cette affaire. Racontez-moi, je vous en prie, comment cela s'est passé. Une fois que vous m'aurez donné tous les détails, je vous demanderai pourquoi, selon vous, cette bête a pu s'échapper et comment tout cela finira. Très bien, patron. Ben voilà, ce loup, Berserker, que nous l'appelions, nous l'avions acheté il y a 4 ans avec 2 autres. C'est un loup très bien élevé, qui nous a jamais donné d'embarras, ou alors vaut même pas la peine d'en parler. Qu'il ait voulu se sauver, ça voilà qui me surprend. Mais voyez-vous, c'est qu'on ne peut pas se fier aux loups plus qu'aux femmes. Ne l'écoutez pas, monsieur, s'écria Miss Bilder en éclatant de rire. Il s'occupe depuis si longtemps de toutes ces bêtes que l'on peut bénir le ciel s'il n'est pas devenu comme un vieux loup. Mais pour être dangereux, il ne l'est pas, vous savez. Pas du tout. Oui, monsieur, il y a 2 heures environ, hier, que j'avais donné à manger aux bêtes, quand j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas normal, j'étais chez les singes à étendre de la paille, donc pour le puma qui est malade, quand j'ai entendu des hurlements, je suis tout de suite venue voir ce qui se passait. C'était Berserker qui se démenait comme un fou, qui sautait sur les barreaux de sa cage comme s'il voulait les arracher pour se sauver. Il n'y avait pas beaucoup de visiteurs à ce moment-là, un seul homme seulement, tout près de la cage. Seulement un homme, grand, mince, avec un long nez recourbé et une barbe pointue dont quelques poils étaient blancs. Son regard était dur et froid, ses yeux flamboyaient, vrai, comme je vous dis, ils flamboyaient. Et tout de suite, je lui en ai voulu, car il me semblait que c'était contre lui que l'animal se fâchait ainsi. Il portait des gants de peau blanches et du doigt il me montra les loups en me disant « Gardien, qu'est-ce qui excite les loups selon vous ?» Peut-être que c'est vous, que je répondais, car vraiment les manières de cet homme ne me plaisaient pas.
Au lieu de se mettre en colère, comme je m'y attendais, il me sourit d'une façon bizarre, peut-être insolente, en découvrant de longues dents blanches, très pointues. « Oh non, fit-il, ces bêtes ne me trouveraient pas à leur goût. »« Oh, si, elles vous trouveraient à leur goût, que je répondis. À l'heure du thé, elles aiment toujours se faire les dents sur un os ou deux. Et, à vous voir... » Chose étrange, quand ils nous virent bavarder de la sorte, les loups se calmèrent, et quand je m'approchai de Berserker, comme d'habitude, il me laissa caresser ses oreilles. L'homme s'approcha à son tour, et je veux être pendu s'il ne mit pas lui aussi caresser le vieux. S'il ne put pas lui aussi caresser le vieux loup. Attention, lui dis-je, Berserker peut être dangereux. Ne craignez rien qui me fit. Les loups et moi, on se connaît. Ah, vous gardez aussi des loups ? Demandai-je tout en me découvrant, car un monsieur qui s'occupe de loups, patron, c'est toujours un ami pour moi. Non, pas exactement, qui m'expliqua alors. Non, je ne garde pas les loups, mais enfin, certains loups sont parfois devenus très familiers avec moi. Et en disant ces mots, il souleva son chapeau, comme il l'aurait fait un lord, puis s'éloigna. Le vieux Berserker le suivit des yeux aussi longtemps qu'il put le voir, puis il alla se coucher dans un coin où il ne voulut pas bouger toute la soirée. Mais dès que la lune fut levée, tous les loups se mirent à hurler, sans raison, qui me semblait. Il n'y avait personne dans les environs, seulement quelqu'un qui, quelque part, derrière les jardins de Park Road, appelait un chien. Une fois, 2 fois, je suis allée voir les bêtes, il se passait rien d'anormal, puis tout à coup, ils ont cessé d'hurler. Ensuite, quelques minutes avant minuit, je suis de nouveau allée voir, avant de me coucher, et quand je suis arrivée devant la cage du vieux Berserker, les barreaux étaient tout tordus et cassés par endroits. Et la cage était vide. Voilà tout ce que je sais, monsieur. Mais pour ce qui est de le savoir, j'en suis certain. Vous ne connaissez personne qui aurait remarqué quelque chose de cette nuit-là ? Vers minuit également, un de nos jardiniers revenait de la fanfare quand soudain il a vu un gros chien gris sortir d'un trou de la haie. Enfin, c'est ce qu'il raconte, mais quant à moi, je n'y crois pas beaucoup, car en rentrant chez lui, il n'en a pas dit un mot à sa femme. Ce n'est que lorsqu'on a su que le loup s'était sauvé, que nous avons passé toute la nuit à le chercher partout, que notre homme s'est souvenu avoir vu ce gros chien. Ce que je crois, moi, c'est que la fanfare l'avait tourneboulé. Maintenant, monsieur Bilder, pourriez-vous me dire pourquoi, selon vous, ce loup s'est échappé ? Mais oui, monsieur, je crois que je pourrais vous l'expliquer, dit-il, et il parlait avec modestie. Seulement, je ne sais pas si mon explication vous suffira. Là, mon ami, soyez complètement rassuré. Si vous connaissez toutes les habitudes des animaux, vous ne pouvez pas comprendre exactement ce qui s'est... et que vous ne pouvez pas comprendre exactement ce qui s'est passé, alors personne ne le pourrait. Eh bien, monsieur, voilà selon moi. Ce loup s'est échappé, tout simplement, parce qu'il voulait connaître la liberté. À cette plaisanterie, Thomas et sa femme éclatèrent de rire et je compris que ce n'était pas la première fois que le bonhomme la servait. J'employai un autre moyen, plus efficace cette fois-là, de lui toucher le cœur. Mon bon monsieur Bilder, considérons, n'est-ce pas, que ce demi-souverain que je vous ai donné a déjà rendu tous les services qu'il pouvait rendre et que son frère est là, qui attend que vous le réclamiez une fois que vous m'aurez dit, cette fois, comment, à votre avis, toute cette histoire finira. Parfait, monsieur, j'espère que vous m'excuserez, mais tout à l'heure, la vieille femme m'a fait un clin d'œil qui m'a... Moi ? Jamais, s'écria sa femme. Sincèrement, monsieur, je crois que ce loup se cache quelque part. Le jardinier a dit que la bête galopait en direction du nord et qu'elle galopait plus vite que ne galoperait un cheval. J'en crois rien, car vous voyez, monsieur, les loups, ils ne galopent pas plus que les chiens. Ils sont pas bâtis pour ça. Les loups, ce sont des créatures étonnantes dans les livres d'histoire, peut-être, mais quand ils s'assemblent pour poursuivre un être effrayé, mais que le Seigneur ait pitié de nous, dans la vie réelle, un loup, ça ne vaut pas un bon chien. C'est beaucoup moins intelligent et moins hardi. Ce Berserker, on l'a pas habitué à se battre, ni même à chercher sa nourriture. Et sans doute est-il maintenant en train de se promener dans le parc en se demandant si toutefois il est capable d'y penser, où il trouvera son déjeuner. Ou bien il était allé un peu plus loin, et peut-être à l'heure où je vous parle, dans une cave à charbon. Ou encore, s'il ne trouve rien à manger, m'est avis qu'il pourrait se précipiter dans une boucherie. Et alors... Sinon, et si une bonne d'enfant vient à passer avec un soldat, ayant laissé derrière elle le petit dans sa voiture, eh bien, je serais pas étonnée alors si au recensement de la population, on s'apercevait qu'il y a un bébé en moins. Voilà comment moi je vois l'histoire. Je lui tendais une seconde pièce d'un demi-souverain, quand au dehors quelque chose surgit de dessous la fenêtre et vint se cogner contre la vitre. Le visage de M. Bulder, qu'il avait naturellement long, s'allongea encore d'étonnement. « Bon Dieu !» s'écria-t-il, « mais n'est-ce pas ce vieux Berserker qui revient de lui-même ?» Il alla ouvrir la porte. Chose bien inutile, me dis-je. J'ai toujours pensé qu'un animal sauvage ne se trouve jamais une place qui lui convienne mieux que lorsqu'un obstacle le sépare de nous. Mon expérience personnelle m'a convaincu de la justesse de cette idée.
Mais après tout, il n'a rien de tel que l'habitude, car Bilder et sa femme n'avaient pas plus peur du loup que je n'aurais eu peur d'un chien. Cette bête était aussi paisible, aussi douce que son ancêtre, le compagnon du petit chaperon rouge. Toute cette scène de retour au bercail avait quelque chose de comique et d'émouvant, tout ensemble, qu'il serait difficile de décrire. Le méchant loup, qui pendant une longue demi-journée avait été la terreur de Londres et avait fait trembler tous les enfants, était là, devant nous, l'air repentant, fêté et caressé comme une sorte de fils prodigue. Bilder l'examina de la tête aux pattes en lui témoignant mille tendresses, puis il déclara « Voilà, je savais bien que la pauvre bête aurait des ennuis, ne vous l'avais-je pas dit tout le temps depuis hier? Voyez sa gueule, toute blessée, pleine de morceaux de verre. Elle a certainement voulu sauter au-dessus d'un mur ou l'autre. C'est une vraie honte que les gens puissent garnir leur mur de tessons de bouteilles. Vous voyez, voilà ce qui arrive. Viens ici, Bersicaire. » Il emmena le loup et alla l'enfermer dans une cage, lui donna un quartier de viande, puis se rendit près de son chef et l'avertit du retour de l'animal. De mon côté, je suis revenu ici afin de relater à notre journal la seule version que l'on ait aujourd'hui de cette escapade qui a remis le zoo en émoi. Journal du docteur Seward, 17 septembre. Après le dîner, j'étais dans mon bureau, occupé à mettre à jour le travail que j'avais laissé en souffrance. Trop pris et par mes malades et par mes visites fréquentes à Lucie. Tout à coup, la porte s'ouvrit toute grande et Renfield, les traits convulsés de colère, se précipita sur moi. Je demeurais littéralement interdit, car ce n'est pas souvent qu'un malade, sans en demander la permission à personne, vienne trouver le médecin en chef dans son bureau. Il tenait en main un couteau et je devinais aussitôt que dans sa fureur il pouvait devenir dangereux. Je fis donc un mouvement de recul de façon que la table pût nous séparer, chacun de nous étant placé de part et d'autre. Il me prévint et avant que je pusse reprendre mon équilibre, il avait sauté sur moi et m'avait fait au poignet gauche une coupure assez grave. Toutefois, je lui laissais pas le temps de frapper une seconde fois, je l'envoyais à terre, allongé sur le dos. Mon poignet saignait abondamment, le sang formait une petite mare sur le tapis. Renfield, je m'en rendis compte immédiatement, ne méditait pas une nouvelle attaque. Aussi me mise à me pendre mon poignet tout en regardant l'homme étendu par terre. Quand, avec les surveillants arrivés, nous penchâmes sur lui pour le relever et le reconduire dans sa chambre, il était occupé à une besogne qui me souleva le cœur. Retourné maintenant sur le ventre, à la manière d'un chien, il léchait le sang qui avait coulé de mon poignet, mais je fus assez étonnée de voir qu'il se laissait emmener sans difficulté en répétant à tout moment « Le sang, c'est la vie! Le sang, c'est la vie !» Je ne puis pas vraiment me permettre de perdre ce sang, serait-ce même en petite quantité, j'en ai déjà perdu suffisamment ces derniers jours, d'autant plus que la maladie de Lucie, avec tout ce qu'elle exige, l'endurance et l'effort de notre part, avec toute l'horreur qu'elle nous inspire à certains moments, devient vraiment éprouvante. Je n'en peux plus, il me semble que je tomberai d'épuisement si je n'ai pas une nuit de repos. Heureusement, Van Helsing ne m'a pas fait appeler. Aussi, j'aurai ces heures de sommeil si nécessaire. Télégramme de Van Helsing, envers à Seward, Carfax. Envoyé à Carfax, Sussex, aucun nom de comté n'étant indiqué, déposé après 22 heures. 17 septembre. Ne pas manquer vous rendre à Ellingham ce soir, si pas veiller tout le temps, entrez souvent dans la chambre, voir si fleurs à leur place, très important. Vous rejoindrez le plus tôt possible une fois arrivé à Londres. Journal du docteur Seward, 18 septembre. Je vais prendre le train pour Londres. Un télégramme de Van Helsing m'a plongé dans la consternation. Une nuit entière de perdu. Et je sais par expérience, hélas, ce qui peut arriver en une nuit. Évidemment, il est possible que tout se soit très bien passé, mais d'autre part, que de choses ont pu se produire. Il faut assurément que quelques malédictions nous poursuivent, puisque nous devons nous attendre à voir contrarier chacun de nos efforts. J'emporte ce cylindre à Ellingham et je compléterai mon enregistrement sur le phonographe de Lucie. Mémorandum laissé par Lucie Westenra. 17 septembre, la nuit. J'écris ces lignes sur des feuilles détachées afin qu'on les trouve et les lise, car je veux que l'on sache exactement ce qui s'est passé cette nuit. Je vais mourir de faiblesse, je le sens. J'ai à peine la force d'écrire, mais il faut que j'écrive ceci, même si la mort me surprend la plume à la main. Comme d'habitude, je me suis mise au lit en ayant soin de placer les fleurs autour de mon cou, comme le docteur Van Helsing me l'a ordonné, et je me suis endormie presque aussitôt. Mais j'ai été réveillée par des battements d'ailes contre la fenêtre, que j'avais entendu pour la première fois après que tout endormi, j'étais montée au sommet de la falaise de Whitby, où Mina m'avait trouvée et que j'avais entendu depuis si souvent. Je n'ai pas eu peur, pourtant j'aurais souhaité que le docteur Seward fût dans la chambre voisine, comme le docteur Van Helsing me l'avait donné à entendre, afin que je pût l'appeler. J'ai essayé de me rendormir, mais n'y suis pas parvenue.
Alors m'a reprise ma vieille crainte du sommeil et j'ai décidé au contraire de rester éveillée. Chose étrange, tandis que j'essayais de le combattre, le sommeil peu à peu semblait devoir me gagner. Aussi, dans l'espoir de ne pas rester seule, j'ai ouvert la porte et j'ai crié « Y a-t-il quelqu'un ?» Pas de réponse. Comme je ne voulais pas non plus éveiller maman, j'ai refermé la porte. Alors, au dehors, venant m'a-t-il semblé des buissons, j'ai entendu un cri, comme si un chien hurlait, mais c'était un cri bien plus effrayant. Je suis allée à la fenêtre, je me suis penchée pour essayer de distinguer quelque chose dans l'obscurité, mais je n'ai rien vu, sinon une grosse chauve-souris, celle-là même, probablement, qui était venue battre des ailes contre la vitre. Je me suis remise au lit, bien décidée encore à ne pas m'endormir. Un peu après, ma porte s'ouvrit, et maman passa la tête dans l'entrebâillement. Voyant que je ne dormais pas, elle entra, vint s'asseoir près de mon lit. Elle, toujours si douce, me dit sur un ton encore plus doux, plus apaisant que d'habitude « Je me demandais si tu n'avais besoin de rien, ma chérie. J'ai voulu venir m'en assurer. » Pour qu'elle ne prit pas froid, je lui proposai de se coucher à côté de moi dans mon lit, ce qu'elle fit, tout en gardant son peignoir, car, me dit-elle, elle ne resterait qu'un moment, puis regagnerait son propre lit. Comme elle me tenait serrée dans ses bras, il y eut à nouveau ce bruit contre la fenêtre. Maman sursauta en s'écriant « Qu'est-ce que c'est ?» J'essayai de la rassurer et finalement y parvint. Elle se recoucha tout à fait calme, mais j'entendais son cœur battre à grands coups. On entendit une fois encore hurler dans les buissons, puis quelque chose vint frapper contre la vitre qui se brisa. Des morceaux de verre s'éparpillèrent sur le plancher. Le vent souleva le store et dans l'ouverture faite par le carreau cassé, passa la tête d'un grand loup très maigre. Maman poussa à nouveau un cri d'effroi, se dressa sur le lit tout en se débattant et voulut saisir un objet quelconque pour nous défendre. C'est ainsi qu'elle arracha de mon cou la guirlande de fleurs d'ail puis la jeta au milieu de la chambre. Pendant quelques instants, elle resta assise de la sorte, montrant le loup du doigt, puis elle retomba sur l'oreiller comme frappée par la foudre et sa tête vint cogner mon front. 1 ou 2 secondes, je restais étourdie. La chambre et tout autour de moi semblait tourner et pourtant je gardais les yeux fixés sur ma fenêtre. Mais le loup disparut bientôt et on eût dit que les petites taches par myriades entraient en tourbillonnant par la vitre cassée. Des tourbillons qui rappelaient sans doute les colonnes de sable que le voyageur voit s'élever dans le désert quand souffle le cymoun. J'essayai de m'asseoir sur le lit mais en vain. Je ne sais quelle force mystérieuse m'en empêchait. Et du reste, le corps de ma pauvre maman, qui me semblait déjà si froid, était retombé sur moi, me rendant tout mouvement impossible. Oui, je perdis connaissance. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Cet évanouissement ne dura pas longtemps, mais ce furent, j'en eus très vaguement conscience malgré tout, des minutes terribles. Quand je revins à moi, le glas sonnait dans les environs. Des chiens hurlaient tout autour de la maison, et dans les arbres du jardin, non loin de ma fenêtre, me semblait-il, un rossignol chantait. Le chagrin, la peur, mon état de grande faiblesse, tout cela me laissait dans une sorte de torpeur. Tout à fois, à entendre chanter ce rossignol, j'avais l'impression de retrouver la voix de ma pauvre maman. Sa voix qui s'élevait dans la nuit pour me consoler. Sans doute ces différents bruits avaient-ils réveillé les servantes, car je les entendis alors qui marchaient pieds nus sur le palier. Je les appelai, elles entrèrent, et l'on devine leurs cris d'épouvante lorsqu'elles comprirent le malheur qui nous arrivait et virent le corps tendu au-dessus de moi qui restait couché sur le lit. Le vent, entrant dans la chambre par la fenêtre brisée, faisait claquer la porte à tout moment. Les braves filles soulevèrent le corps de ma chère maman pour me permettre de me lever, puis doucement, avec 1000 précautions, l'étendirent convenablement sur le lit et le recouvrirent d'un drap. Voyant à quel point elles étaient impressionnées, je leur dis de descendre à la salle à manger et de boire un verre de vin. Elles ouvrirent la porte, qui se referma aussitôt sur elles. Je les entendis crier à nouveau, puis dégringoler en groupe l'escalier. Alors je disposai les fleurs sur la poitrine de maman, et à peine les y avais-je mises. Je me souvins des recommandations du docteur Van Helsing, mais pour rien au monde je n'aurais repris ces fleurs. D'ailleurs, j'attendais que les servantes reviennent près de moi. Nous resterions ensemble à veiller. Mais elles ne remontèrent pas. Je les appelais, pas de réponse. Alors je me décidai à descendre à mon tour dans la salle à manger. Je faillis me trouver mal devant le spectacle que j'avais sous les yeux. Toutes les 4 gisaient sur le plancher, respirant difficilement. La carafe de sherry, demi-vidée, était encore sur la table, mais il y avait dans la pièce une odeur bizarre, âcre. J'examinai la carafe, elle sentait le laudanum. J'ouvris le buffet et m'aperçus que le flacon dont le médecin de maman se servait, hélas, pour la soigner, était vide. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire? Je suis revenue dans la chambre auprès de maman. Je ne peux pas la quitter, je suis seule dans la maison, hormis ces pauvres filles.
je n'ose pas sortir car par la fenêtre cassée j'entends hurler le loup et toujours ces petites taches qui dansent dans la chambre et tourbillonnent à cause du courant d'air qui vient de la fenêtre et la lampe qui baisse maintenant, qui va bientôt s'éteindre. Que vais-je faire? Dieu veuille qu'il ne m'arrive rien de mal cette nuit. Je vais glisser ces feuilles dans mon corsage afin qu'on les trouve quand on fera ma dernière toilette. Ma pauvre maman est partie. Il est temps que je m'en aille aussi. Je vous dis adieu. Dès maintenant, mon cher Arthur, si je dois mourir cette nuit, Dieu vous garde, mon ami, et me vienne en aide. Chapitre 12. Journal du docteur Seward, 18 septembre. J'arrivais de bonne heure à Ellingham. Laissant la voiture à la grille de l'allée, je marchais jusqu'à la maison. Je sonnais très doucement afin de n'éveiller ni Lucie ni Miss Westenra si elles dormaient encore. J'espérais que seule une servante m'entendrait. Un moment se passa et comme personne ne venait m'ouvrir, je sonnais de nouveau puis frappais assez fort, toujours pas de réponse. J'en voulus au domestique qui restait au lit si tard. Il était maintenant près de 10 heures, de sorte que je sonnais et frappais encore à plusieurs reprises avec plus d'impatience, mais toujours en vain. Jusqu'ici, j'avais rendu les servantes seules responsables de ce silence, mais maintenant j'étais pris d'une terrible appréhension. Ce silence même n'était-ce pas une nouvelle manifestation de cette malédiction qui semblait s'acharner contre nous? Ne voulais-je réellement pénétrer dans une maison où la mort était entrée avant moi? Je savais que chaque minute, chaque seconde qui s'écoulait pouvait être la cause de longues heures très dangereuses pour Lucie si son état était une fois de plus aggravé. Aussi contournai-je la maison, espérant trouver une entrée que je ne connaissais pas encore. Toutes les portes étaient fermées à clé, toutes les fenêtres parfaitement closes, de sorte qu'il me fallut bien revenir sur mes pas. Au moment où j'arrivais devant la porte principale, j'entendis le trot rapide d'un cheval. La voiture, je m'en rendis compte, s'arrêta devant la grille et quelques secondes plus tard, je vis Van Helsing qui remontait l'allée en courant. Quand il m'aperçut, bien que tout essoufflé, il parvint à me dire « Ah, c'est vous? Vous venez donc d'arriver? Comment va-t-elle? Est-il encore temps? N'avez-vous pas reçu mon télégramme ?» Je lui répondis d'une façon aussi cohérente que je pus que j'avais seulement reçu son télégramme aux premières heures de la matinée et que j'étais aussitôt venue ici. Mais j'avais beau sonner, j'avais beau frapper, personne ne me répondait. Il resta un moment silencieux, puis se découvrant, il reprit sur un ton grave. « Je suppose que nous arrivons trop tard. Que la volonté de Dieu soit faite. » Puis reprenant courage, comme en toute occasion, il ajouta « Venez, s'il n'y a ni porte ni fenêtre ouverte, nous trouverons tout de même bien le moyen d'entrer. » Avec lui, je retournai derrière la maison. Il prit sa petite scie de chirurgien et me l'attendant, il me montra les barreaux de fer qui protégeaient la fenêtre d'une des cuisines. Je me mis aussitôt à les scier, et 3 d'entre eux ne tardèrent pas à céder. Ensuite, avec un long couteau mince, nous parvînmes à faire sauter l'espagnolette et à ouvrir la fenêtre. J'aidai le professeur à entrer dans la cuisine, puis j'entrai à mon tour. Là, il n'y avait personne, pas plus que dans l'office. Au rez-de-chaussée, nous visitâmes toutes les pièces, l'une après l'autre, et dans la salle à manger, qui éclairait quelques raies de lumière passant à travers les volets, nous trouvâmes les 4 servantes étendues sur le plancher. L'idée ne nous vint pas un instant qu'elles puissent être mortes, car leur ronflement d'une part et de l'autre, la forte odeur de laudanum répandue dans la pièce, ne laissait aucun doute quant à leur véritable état. Aussi, rassuré, Van Helsing me dit « Nous nous occuperons d'elles plus tard » et nous montâmes sans perdre une seconde à la chambre de Lucie. Cependant, à la porte, nous nous arrêtâmes pour écouter. Nous n'entendîmes pas le moindre bruit. C'est aussi pâle l'un que l'autre et les mains tremblantes que nous ouvrîmes la porte, très doucement. Comment décrire le spectacle qui s'offrit à nos yeux? Sur le lit étaient étendues Lucie et sa mère. Celle-ci, du côté le plus éloigné de la porte, était recouverte d'un drap blanc. Le bord du drap, relevé par le courant d'air, la vitre avait volé en éclats, laissait voir un visage blême, tiré, marqué par la frayeur. À côté d'elle, Lucie reposait, le visage encore plus tiré. La couronne de fleurs qu'elle portait autour du cou se trouvait maintenant sur la poitrine de Miss Westenra, et comme sa gorge était découverte, on voyait les 2 petites blessures que nous avions déjà remarquées auparavant, mais devenues beaucoup plus vilaines. Sans un mot, le professeur se pencha sur le lit, sa tête touchant presque la poitrine de la pauvre Lucie. Puis après avoir écouté très attentivement, mais seulement l'espace d'une seconde, il se redressa d'un mouvement brusque et me cria « Il n'est pas trop tard, vite, vite, du brandy !» Je descendis en hâte et allai prendre la bouteille dans la salle à manger, en ayant soin cependant de sentir et de goûter l'alcool afin de m'assurer qu'on n'y avait pas ajouté de laudanum, comme on l'avait fait dans la carafe contenant le sherry. Les servantes continuaient à respirer, mais d'une façon plus paisible et plus régulière. Sans doute l'effet du laudanum se dissipait-il peu à peu. Toutefois, je n'attendis pas d'en avoir le cœur net et retournai immédiatement auprès de Van Helsing. Comme il l'avait déjà fait, il frotta avec le brandy les lèvres et les gencives de Lucie, ses poignets, ses paumes de ses mains. Puis il me dit « Voilà, pour le moment il n'y a rien d'autre à faire. Vous
descendait, essayait d'éveiller ses filles, frappait-leur le visage avec un linge mouillé, ne craignait pas d'y aller brutalement, qu'elles allument un bon feu et préparent un bain chaud. Cette pauvre petite est presque aussi froide que le corps étendu auprès d'elle. Elle doit être réchauffée avant que nous puissions faire quoi que ce soit. Ce fut sans grande difficulté que j'éveillai 3 de ses filles, mais la 4e était encore presque une enfant, de sorte que la drogue avait agi sur elle avec plus d'efficacité. Je l'étendis sur le sofa et la laissai dormir. Les autres restèrent bien encore quelques moments comme hébétées. Pourtant, au fur et à mesure qu'elles se souvenaient de ce qui s'était passé, elles se mirent à pleurer et même à sangloter, comme si elles avaient eu proprement un drame à me raconter. Mais je me montrai ferme et assez sévère. Je ne les laissais pas parler. Je leur dis qu'une morte dans la maison c'était suffisant et que si elles perdaient ne fût-ce que quelques moments à bavarder, c'était maintenant Miss Lucy qui allait mourir. Toujours en sanglotant et à moitié habillées, elles allèrent à la cuisine. Par bonheur, le fourneau n'était pas éteint, le réservoir était rempli, nous ne manquerions pas d'eau chaude. Le bain préparé, nous transportâmes Lucie et la plongeâmes dans l'eau. Nous étions en train de lui frictionner les bras et les jambes quand on frappa à la porte d'entrée. L'une des servantes se précipita dans sa chambre pour s'habiller un peu plus décemment, puis redescendit ouvrir. Elle vint nous avertir alors qu'un monsieur était là, avec un message de la part de monsieur Holmwood. Comme nous ne pouvions recevoir personne en ce moment, je la priai de faire attendre ce visiteur. J'avoue que j'oubliais bientôt sa présence, tout occupée que j'étais de notre malade. Depuis que je travaillais avec lui, je n'avais jamais vu le professeur lutter de telle façon contre la mort, car nous le savions tous les deux, c'était bien de cela qu'il s'agissait, d'un combat à toute extrémité contre la mort. C'est ce que je lui glissai à l'oreille, alors qu'il se redressait l'espace d'un instant. Je ne saisis pas très bien la réponse qu'il me fit, mais la gravité de son visage me frappa. « Si ce n'était que cela, dit-il, j'abandonnerai ici tout effort et je la laisserai reposer en paix, car je ne vois pas bien ce que la vie pourrait lui apporter encore. » Cependant, en redoublant d'efforts et d'obstination, il continuait de tenter de ranimer Lucie. Et bientôt, nous nous aperçûmes que l'eau chaude commençait à faire quelque effet. Au moyen du stéthoscope, on entendait de nouveau le cœur battre et le souffle des poumons redevenait perceptible. Tandis que nous sortions la jeune fille du bain, nous l'enveloppions dans un drap chaud. Van Helsing me dit, le visage presque rayonnant, « Nous avons gagné la première manche. Échec au roi. » Nous installâmes Lucie dans une autre chambre. Une fois qu'elle fut mise au lit, nous lui versâmes dans la bouche quelques gouttes de brandy. Puis Van Helsing lui lia autour du cou un mouchoir de soie très douce. Elle n'avait pas encore repris connaissance et elle paraissait être au plus mal. Je crois que nous ne l'avions jamais vue. Ayant appelé l'une des servantes, le professeur lui ordonna de rester au chevet de la jeune maîtresse, de ne pas la quitter des yeux jusqu'à ce que nous fussions de retour, puis il me fit signe de sortir avec lui de la chambre. Nous devons réfléchir à présent à ce qu'il nous faut faire, me dit-il, comme nous descendions l'escalier. Nous entrâmes dans la salle à manger, dont il referma soigneusement la porte derrière lui. On avait ouvert les volets, mais les stores étaient déjà baissés, selon cette coutume que les Anglaises des classes inférieures observent toujours étroitement. La pièce était donc obscure, mais cette pénombre nous suffisait. La gravité peinte sur les traits de Van Helsing avait plutôt fait place à de la perplexité. De toute évidence, il cherchait à résoudre une nouvelle difficulté. « Eh bien oui, que faire ?» reprit-il. « Qui nous aidera ? Il faut absolument une autre transfusion de sang. Oui, encore une, et cela le plus vite possible, ou la pauvre enfant ne vivra pas une heure de plus. Vous, mon ami, vous vous êtes épuisé, comme moi d'ailleurs, et je crains de faire subir cette épreuve à l'une ou l'autre de ces femmes, quand bien même elles auraient le courage de s'y soumettre. Ou trouver quelqu'un qui voudrait donner un peu de son sang. Je ne suis pas ici, non ? La voix venait du sofa. À l'autre bout de la pièce, j'entendis aussitôt un profond soulagement, car je ne pouvais pas m'y tromper. C'était la voix de Kinsey Morris. Van Helsing eut d'abord un mouvement de colère, mais ses traits s'adoucirent bientôt et une lueur de joie brilla dans ses yeux, tandis que me précipitant vers mon ami, les mains tendues, je m'écriai « Kinsey Morris, mais qu'est-ce qui vous amène ici ? Arthur vous a sans doute... » Pour toute réponse, il me tendit un télégramme, je lus « Pas de nouvelles de Stuart depuis 3 jours, terriblement inquiet, impossible de quitter père, toujours aussi mal. Écrivez-moi sans tarder comment va Lucie. Holmwood. » « Je pense que j'arrive à point nommé, dit-il alors. Vous savez, n'est-ce pas, que vous n'avez qu'à m'indiquer ce que je dois faire. » Van Helsing s'approcha de Maurice à son tour, lui serra la main, le regarda dans les yeux et déclara « Quand une femme épuisée a besoin de sang, celui d'un homme courageux est la seule chose qui puisse la sauver. Le diable peut user de tout son pouvoir contre nous, mais Dieu, en voici une nouvelle preuve, nous envoie toujours les hommes dont nous avons besoin. » Et de nouveau, nous procédâmes à la transfusion de sang. Ce fut si pénible que je ne me sens pas le courage d'en donner les détails. Lucie avait dû recevoir un choc terrible dont elle se ressentait bien plus que les fois précédentes car elle ne réagit plus de la même façon. La voir, l'entendre au cours de la lutte qu'elle soutint pour revenir à la vie était quasi insupportable. Pourtant, peu à peu, le cœur battit plus régulièrement, la respiration s'améliora
et Van Helsing eut encore recours à une injection de morphine, ce qui eut pour effet de transformer l'état d'évanouissement en un sommeil profond. Le professeur resta à veiller Lucie pendant que je descendais avec Kinsey et Maurice et l'envoyait une des servantes payer le cocher du fiacre qui attendait à la grille. Après lui avoir donné un verre de vin, je fis étendre Kinsey sur le sofa. Je dis à la cuisinière de lui préparer un déjeuner substantiel, puis une idée me venant à l'esprit, je retournai aussitôt à la chambre de la malade. Je trouvai Van Helsing tenant en main 2 ou 3 feuillets de papier. Je vis tout de suite qu'il les avait déjà lus et qu'il réfléchissait sur ce qu'il venait d'apprendre. Il avait l'air sombre. Une certaine satisfaction ne se lisait pas moins sur son visage, comme si, pour lui, un doute venait de s'éclaircir. Il me tendit les feuillets en me disant seulement « C'est tombé du corsage de Lucie quand nous l'avons soulevée pour la baigner. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je suis désolée, encore une fois, j'ai eu la voix qui séchait un petit peu en cours de lecture. Je suis pas encore complètement remise.